c'est ma fille qui me le faisait réaliser récemment, c'est de ne pas se mettre dans des cases. Je t'explique. Souvent, elle avait à répondre qu'elle me disait récemment à l'école, qu'est-ce que font mes parents dans la vie. Puis là, elle me disait, mais maman, je sais pas quoi répondre pour toi. T'as trop de travail, c'est ce qu'elle me disait. Puis là, je trouvais ça très rigolo. C'est parfait, on regarde ensemble. Elle était là, mais t'es écrivaine, t'écris des livres. Oui, c'est vrai, je suis écrivaine, j'écris des livres. Elle m'a dit, t'es aussi guide de safari, parce que je guide des safaris en Tanzanie depuis 7 ans. Donc, elle a 9 ans. Donc, pour elle, c'est depuis toute sa vie. Et elle me dit, puis t'as un autre travail avec les Inuits. Oui, c'est vrai, j'ai un autre travail avec les Inuits. Puis en plus, t'es blogueuse. Ben oui, je suis blogueuse aussi. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dans la vie, t'es pas obligé d'être une seule chose. Bienvenue au 23e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Caroline Jacques, mon invitée d'aujourd'hui, est aussi connue sous son nom de blogueuse, Maman Globetrotteuse. Le voyage et la vie de famille sont les deux grands axes de sa vie. Caroline a commencé ses aventures à l'étranger avec un échange scolaire en France à l'école secondaire, suivi d'une session d'études à Bamako au Mali quand elle était au cégep. Depuis, elle a visité plus de 40 pays, la plupart avec ses 3 filles et son conjoint. Elle est aussi travailleuse sociale dans le réseau de la santé et bien qu'elle habite près de Québec, elle passe beaucoup de temps au Nunavik. Je vous avertis, cette conversation va vous donner le goût de mordre dans la vie. Merci de partager ce moment avec nous. J'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir Caroline Jacques avec moi, que vous connaissez peut-être sous son autre nom de Maman Globetrotteuse. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte. Ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Je me trouve bien chanceuse de t'attraper quand tu es sur place au Québec. Et avant qu'on s'aventure plus loin, je dois te demander si tu es éligible pour la série balado La Quarantaine. Quel âge as-tu? J'ai 48 ans. OK, on est correct. On a tout notre temps pour finir cette entrevue-là avant qu'il soit trop tard. Caroline, pour commencer, j'aimerais te demander de me donner un tour d'horizon de ta vie au quotidien. À quoi ça ressemble la vie de Caroline Jacques? C'est justement une bonne semaine. Je pense que c'est assez typique. Je suis revenue il y a 48 heures de la République dominicaine où j'ai été en voyage. Cette fois-ci, un voyage plus d'agrément. Et donc, je suis encore dans mes bagages à faire ma lessive et à reprendre un peu la routine avec mes 3 filles et à reprendre le boulot en même temps également parce que c'est ça, les va-et-vient font partie de ma vie, je dirais presque pas quotidiennement, mais quotidiennement certainement à les planifier et à les envisager parce que je ne suis pas à la maison physiquement environ 5 mois par année. Bout à bout, là. Ah oui, c'est ça, exact. Fait que c'est toujours, je suis toujours en train de planifier le prochain voyage ou le retour ou à défaire ma valise ou à la refaire ou à prévoir. Je suis là-dedans. Là. Comme aujourd'hui, il faut que je prévoie mon prochain séjour est dans quelques semaines, le 30 décembre. Donc, je reprends l'avion pour aller travailler au Nunavik, dans le Grand Nord québécois. Et c'est ça, là, je suis à envisager déjà le retour. Je dois me procurer mon billet d'avion de retour de là-bas, tout ça. Fait que je suis toujours un peu là-dedans, dans les allers-retours, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est ton travail, le voyage? C'est pour le travail que tu vas au Nunavik? Tout à fait. Oui, exactement. Je travaille pour le réseau de la santé au Québec et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au réseau de la santé dans la région de Québec même. Et maintenant, depuis quelques années, je suis au service des communautés inuites
toujours dans le réseau de la santé, mais dans l'Arctique. Donc, je dois me déplacer régulièrement pour aller travailler. Je suis la plupart du temps en télétravail, mais le tiers de l'année en présence, dans le fond, sur le territoire, ce qui fait en sorte que je quitte la maison là, parfois jusqu'à à des périodes de 5 semaines continues, là. Wow, OK. Et est-ce que c'est ça l'essentiel de tes voyages pour le travail ou on s'en donne aussi pour le plaisir? Oui, ah oui, 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 il y a toujours le plaisir là-dedans, c'est certain. J'aime beaucoup voyager, puis ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et donc, en famille, on va habituellement faire, je dirais peut-être 3 séjours hors de la maison, là, habituellement à l'étranger, euh, pour justement là, juste vivre un autre pays, une autre culture, un autre ailleurs. Moi, c'est vraiment le cœur de ma vie depuis toujours. Et maintenant, les filles sont assez grandes pour le réclamer. donc, donc, il faut qu'on quitte ensemble plusieurs fois par année. Elles aiment vraiment beaucoup ça. Et puis, il faut avouer, on a beaucoup de plaisir à le faire aussi, là. On y reviendra plus en détail dans un autre moment. Donc, tu te lèves le matin, qu'est-ce qui arrive? Comment sont organisées tes journées? Mais je dois m'occuper particulièrement de la plus petite qui a 9 ans, Letty, et qui ben, se lève très tôt. Donc, on va se lever tôt ensemble. On va prendre le temps de papoter un peu, de faire un petit déjeuner, de voir que tout y est pour l'école. Et lorsqu'elle va quitter avec l'autobus jaune, je vais sûrement être à mon deuxième café, au moins. Et ensuite, je vais enchaîner mon travail à distance pour vérifier que tout va bien avec mes équipes dans le Grand Nord, qu'on n'a pas trop besoin de moi. Et si oui, ben, je vais devoir plancher un peu sur les dossiers. Moi, je suis principalement au niveau des services sociaux, donc toutes les offres de services qui sont dispensées dans le réseau de la santé au niveau des offres de services sociaux, par exemple en santé mentale, pour les familles, pour les jeunes, etc. Et c'est un travail que j'adore parce que je suis travailleuse sociale de formation. Donc, pour moi, c'est vraiment la dream job maintenant de travailler en plus en contexte interculturel. C'est vraiment ce qui m'a amené à travailler, dans le fond, avec les populations inuites. C'est pour revivre cette envie-là d'en savoir un petit peu plus sur une autre culture et ben, de joindre l'utile à l'agréable. Donc, pourquoi pas découvrir le monde, mais même par le biais de mon travail, là. Dans les dernières années, c'est ce que je vis. Et je suis très émue de ça parce que c'est vraiment une chance inouïe que de pouvoir se déplacer dans des lieux où finalement là, on n'a pas accès aisément, là. Wow, c'est comme, ben, c'est comme faire des grands voyages, mais dans l'arrière-cour. En fait, c'est quand même, elle est pas mal loin, l'arrière-cour, là, c'est pas la porte à côté. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Dans l'Arctique québécois au Nunavik, en fait, on ne peut y aller que par avion, hein. Il n'y a pas de route pour s'y rendre. Et même les villages entre eux n'ont pas de route. Donc, c'est vraiment des distances immenses. C'est la toundra, hein, à perte de vue. Et, euh, et c'est intéressant de réaliser, les gens me disent souvent ça, mais c'est chez nous, c'est au Québec et on connaît peu en fait les populations inuites, faut bien l'avouer. On aurait intérêt à s'intéresser un petit peu plus à leur quotidien et à en savoir davantage. Et c'est ce que personnellement, je m'évertue à faire un peu sur mes réseaux sociaux à titre de maman globe-trotteuse. J'ai constaté tellement un engouement des gens pour en savoir davantage. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Donc, je me donne un peu ce rôle-là d'essayer de documenter, de faire apprendre, comprendre, réfléchir, dans le fond, les gens qui en ont envie sur la place de ces populations autochtones là, au sein de notre société, là. Wow! Et donc,
ton travail plus de blogueuse, est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Oui. Mais c'est plus, moi je le vois comme un hobby. Ouais, OK. Ouais. Ça fait partie de ta vie, mais c'est quand tu as le temps, c'est plus sur le côté, disons. Euh, et qu'est-ce qui t'arrive en fin de journée? Comment ça se passe? Éventuellement, les enfants reviennent de l'école. Tes filles sont plus grandes, tes deux premières sont plus grandes. Oui, j'ai deux grandes de 15 et 14 ans. Alors, en revenant de l'école, pour moi, c'est super important de prendre des moments ensemble. Donc, souvent, on va aller dehors. Vrai, on est beaucoup dehors. Déjà, de toute façon, de travailler derrière l'ordinateur en ce qui me concerne, je vais devoir avoir besoin de bouger. Donc, ça va nous arriver d'emprunter un chien. On emprunte un chien parce qu'on n'a pas d'animaux. Et, et le chien du voisin est très heureux de venir faire des promenades avec nous. Et c'est un bon argument en plus pour réussir à sortir les filles, aller prendre l'air avant de préparer le souper en famille, puis de se mettre aux tâches un petit peu plus routinières, je dirais. Et bien sûr, on va aussi, il y a toujours des conversations de, euh, bon, où est-ce qu'on veut aller? Comme ces temps-ci, on est beaucoup, bon, mais qu'est-ce qu'on veut faire l'été prochain comme voyage? Ça, c'est un de nos sujets préférés. Là, les filles suggèrent l'Italie en famille. Ouais, on est assez d'accord. On a beaucoup fréquenté la région de la Provence. On est allé au moins 6 étés en famille, là, vivre en Provence. On adore ça. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'on va plus en Italie? Est-ce qu'on va plus en Espagne? Et nous, on est friands des échanges de maisons. Donc, c'est ce qui va arriver. Je dois préparer tout ça, là, de mettre en ligne notre offre qui va vraiment préciser, on aimerait changer notre maison de telle date à telle date avec une famille. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait que c'est ce genre de conversation-là qui va avoir lieu autour d'un repas à la maison là, que je vais avoir préparé avec l'aide des filles. Wow, quel beau tour d'horizon, j'aime ça. Alors, voilà. De là, on va prendre un moment pour revenir en arrière, pour regarder euh, dans le passé. J'aimerais que tu me parles de tes origines et de tes racines. Certains sont davantage au courant de leur généalogie, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais d'où viens-tu, Caroline? Écoute, je viens de la région des Cantons de l'Est, qui est une magnifique région, si vous connaissez, au Québec. Et j'ai eu la chance de grandir là, justement dans un milieu où la nature était très présente, où c'était facilement accessible, où on faisait notamment du ski. Là, il y a un mont de ski directement dans la ville de Sherbrooke où j'étais. Donc, ça faisait vraiment, je dirais, un quotidien là, très actif. Et c'est ce que j'ai tenté de garder plus tardivement. Lorsque pour les études, je suis déménagée dans la région de Québec et j'ai retrouvé tout ça. Donc, cette envie-là d'être en nature et de pouvoir y accéder facilement, de pouvoir gravir les montagnes, des sentiers. Rapidement, on est dans la belle région de Charlevoix également. Euh, Entourant Québec, il y a de multiples centres de ski. Moi, ça m'a automatiquement plu. Et après la fin de mes études au cycle supérieur en service social, j'ai pu accéder là, rapidement à un travail là, dans le réseau de la santé. Je suis demeurée dans le réseau, tout en continuant finalement d'assouvir ma passion pour les voyages. Alors, avec mes trois filles, on a pu faire le tour du monde, euh, mon Dieu, je dirais pas multiples fois, là, mais notre formule à nous, c'est de le faire en dilettante. Donc, c'est de partir parfois des 6 mois, mais parfois des une semaine, d'aller dans des endroits
très éloignés comme je sais pas, le Japon, l'Australie ou l'Indonésie, mais d'aller également du côté de l'Ouest canadien ou en République dominicaine, en France ou en Russie même. Et c'est vraiment comme au cœur de notre vie. Euh, je suis tout le temps dans ce mode-là, finalement, de vouloir amener les filles. Et mon mari il est avec nous. Je dois le préciser. Il n'aime pas être sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que des fois, on le voit moins, mais il est avec nous. Et de se mettre dans des situations, finalement, qui sont pas toujours confortables parce qu'on confond souvent le voyage et les vacances. Donc, ce n'est pas toujours des vacances, un voyage. Et, et pour moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir de voir ma famille évoluer à travers tout ce que je qualifie de nos escapades, nos expériences. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te prédestinait au voyage? Est-ce que tes parents étaient des grands voyageurs aussi? Non, pas tellement. C'est drôle. J'ai eu plutôt des opportunités au niveau académique. À l'école secondaire, j'ai eu la chance de faire des échanges avec des étudiants français. Donc, d'aller vivre dans la région du Pas-de-Calais pour un bout. Et ensuite de ça, au Cégep, j'ai eu la chance de partir pour une session complète en Afrique de l'Ouest, au Mali, d'aller travailler à Bamako. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là, finalement, où il y a eu une espèce de tournant. Moi, je suis revenue très confrontée en me disant, oh mon Dieu, tout ça existe, cette réalité-là, ces autres cultures, cette société si différente de la mienne. Et ça m'a donné très envie de continuer, d'en voir davantage. Alors, j'ai dû faire au moins 3 ou 4 stages à l'international, au Mexique, en Belgique, en Afrique, je crois que j'en ai fait même 3. Et ensuite, je suis allée travailler comme coopérante internationale pour le Centre d'études et de coopération internationale, qui est la plus grande organisation canadienne de coopération internationale, au Niger. Et depuis ce temps, ben c'est ça, je n'ai pas cessé finalement de vouloir en savoir plus. Des fois, je dis un mode un peu plus doux, c'est-à-dire que travailler au Niger, qui était, selon l'ONU, le pays le plus défavorisé au monde, avec les indicateurs, mon Dieu, très alarmants. C'est très, très, très confrontant. Donc, je suis absolument ravie d'avoir pu trouver mon chemin à travers, je dirais, cette expérience-là qui était quand même difficile, mais je m'accorde aussi des expériences plus faciles d'aller, je sais pas, visiter des amis au Sénégal, vraiment sur une base un petit peu plus touristique et de vraiment savourer tous ces moments-là. Mais pour moi, tout ça fait comme une espèce de casse-tête où chaque pièce finalement me donne un portrait un peu plus élaboré et j'apprécie chacune de ces pièces-là, là, je pourrais dire. C'est vraiment fascinant de penser à tout ça et je me demande si tu te sens davantage en termes d'appartenance. Est-ce que tu te sens davantage at the end of the day, tu sais, au bout du compte, comme, disons, une fille de Québec, une citoyenne du monde, pour reprendre le cliché, ou, tu sais, quand tu penses à ton appartenance, à ta communauté, spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Mais j'aime beaucoup, oui, c'est sûr que je suis native des cantons de l'Est. J'ai fondé ma famille dans la région de Québec. On habite actuellement une petite ville qui s'appelle Lac-de-L'Âge. On est très attachés. On est dans le coin depuis, mon Dieu, ça doit faire certainement une quinzaine d'années. Et ici, on retrouve vraiment la notion de village. Et ça me plaît. Je dis souvent que
partir, là, je suis toujours très excitée, mais quand je reviens chez moi et que j'ai trouvé vraiment mon home, là, l'endroit là, qui m'apaise dans la vie, l'endroit où je pourrais rester totalement et pas bouger d'ici, c'est vraiment où on vit actuellement. C'est tellement une communauté intéressante. Mes enfants, je les sens en sécurité, ils peuvent se promener, on vit au bord de l'eau, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ce lieu avec nos voisins. Et déjà ici, on a une communauté. Par exemple, on partage des jardins communautaires, on partage un poulailler communautaire, imaginez-vous. Ouais, c'est vraiment, on a des poules au village et on a aussi un rucher, donc on fait même notre miel. Alors tout ça, pour moi, c'est vraiment le summum pour les enfants qui se sentent libres là-dedans, où on va même, notre ville organise par exemple une fête de Noël et j'avais oublié d'inscrire les filles. Ben, imaginez-vous qu'on m'appelle personnellement. Hey, Caroline, je pense que tu as oublié d'inscrire les filles. Là, j'ai dit, oui, 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 on va y aller. Tu sais. Donc, je me dis, mon Dieu, où est-ce qu'on vivrait ça à quelque part dans le monde, tu sais, où la ville te communique pour te dire que tu as oublié d'inscrire tes enfants à la fête de Noël pour être certain qu'ils soient là. Tu sais. Qui manque pas l'événement. Qui manque pas l'événement. Fait que ça, je suis très fière de ça et je m'implique moi-même personnellement aussi au niveau du développement de certaines politiques. Donc, dans un geste citoyen, je vais aussi toujours collaborer pour faire en sorte que cette communauté-là fasse du sens pour nous tous ici. Là. Ça, c'est vraiment intéressant, je dirais, comme vie familiale, là, selon moi. J'ai l'impression, corrige-moi si j'ai tort, que si, mettons, t'étais né puis ta résidence permanente était, je sais pas moi, dans le sud de la France, mais que t'étais la même personne et que tu cherchais une place où aller en voyage, mais tu sais, pour t'établir pour plusieurs semaines, tu sais, mettons un mois ou deux, j'ai l'impression que tu irais peut-être à Lac-de-L'Âge. Non? Je pense que oui. C'est vraiment, en fait, je réalise que j'aime les petites communautés, les communautés aussi, pour moi, les significatives. Donc, quand je prends ma marche, quand je promène le chien de mon voisin, les gens me connaissent, je les connais aussi, on se respecte, on vit ensemble, on protège notre lieu, on vit au bord d'un lac, donc on va protéger le lac, on va faire des corvées, par exemple, de nettoyage pour les déchets, les trucs. Donc, pour moi, tout ça, c'est vraiment significatif. Probablement que un lieu où je m'y retrouverais aussi de cette façon-là me plairait, mais dans le fond, d'être en relation avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs. Et je trouve que ça, c'est absolument beau de pouvoir vivre ça. Sûrement qu'on peut vivre ça dans un quartier, par exemple, avoir cette appartenance-là, mais peut-être plus au quartier, si on est dans une grosse ville. Et je pense que le fait d'avoir des enfants, ça favorise beaucoup aussi une implication. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à sortir de ma coquille. Là. J'ai pas le choix. Là. Hier soir, j'étais à une activité à l'école primaire de ma fille où il y avait une foule monstre. Puis on se dit, mais mon Dieu, que c'est beau de voir tous ces gens qui se sont déplacés en l'honneur des enfants. Donc, c'est toujours cette envie-là de partager, en fait. Parlons un peu de ce qui t'a amené là. J'aimerais qu'on fasse un peu un inventaire, sans être exhaustif évidemment, mais des choix. Les choix que tu as faits, peut-être les choix que tu n'as pas faits, les choix qui étaient tout petits, mais qui ont peut-être pesé lourd, les choix qui étaient des grands choix historiques que tu vois dans ta vie. Parle-moi de ce qui te vient à l'esprit comme les choix ou les moments charnières qui t'apparaissent les plus importants entre justement ces premières années dont on parlait et ta vie d'aujourd'hui. Ben, je pense qu'un des éléments, en tout cas que moi, auquel je me suis toujours accrochée, c'est l'éducation.
j'ai toujours misé sur l'éducation, sur continuer mes études, travailler fort, là, tu sais, pour pouvoir accéder à ça, pour me donner, dans ma tête, j'allais me donner une certaine liberté, ne serait-ce que financière, mais une liberté de choisir aussi plus tard. Par exemple, je voulais accéder à un titre professionnel de travailleuse sociale et je savais que j'allais pouvoir m'ouvrir plusieurs horizons. Et ça me sécurisait beaucoup. Je pense que quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'avais besoin. Donc, j'ai eu la chance d'étudier jusqu'au doctorat au niveau du service social. Et ensuite de ça, même d'enseigner, j'ai enseigné 10 ans à l'université. Donc, pour moi, je crois beaucoup en cette notion-là de former pour pouvoir accéder à autre chose. Et le deuxième élément, c'est ma fille qui me le faisait réaliser récemment, c'est de ne pas se mettre dans des cases. Je t'explique. Souvent, elle avait à répondre qu'elle me disait récemment à l'école, qu'est-ce que font mes parents dans la vie. Puis là, elle me dit, mais maman, je sais pas quoi répondre pour toi. T'as trop de travail, c'est ce qu'elle me disait. Puis là, je trouvais ça très rigolo, c'est parfait, on regarde ensemble, elle était là, mais t'es écrivaine, t'écris des livres. Oui, c'est vrai, je suis écrivaine, j'écris des livres. Elle dit, t'es aussi guide de safari, parce que je guide des safaris euh, en Tanzanie depuis 7 ans, donc elle a 9 ans. Donc pour elle, c'est depuis toute sa vie. Et elle me dit, puis tu as un autre travail avec les Inuits. Oui, c'est vrai, j'ai un autre travail avec les Inuits. Puis en plus, ben, t'es blogueuse. Ben oui, je suis blogueuse aussi. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dans la vie, t'es pas obligé d'être une seule chose, que tu peux avoir, elle nomme ça comme si c'était des emplois. Je les vois pas tous comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait qualifier ça quand même. Tu sais, je reçois des revenus d'être soit guide de safari ou d'être écrivaine, et voire même blogueuse. Mais mon travail principal est quand même d'être une travailleuse sociale. Et dans la vie, moi, je trouve ça très rigolo de dire que je suis guide de safari et même écrivaine, d'avoir eu l'occasion d'échanger avec Dany Laferrière là-dessus, qui nous disait dans une classe de maître, il faut s'affranchir, par exemple, de ce mot-là, écrivain, qui est très prisé, on va le dire, mais lui, il dit, t'écris, t'écris des livres, t'es écrivain. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je me disais, ah, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se limiter, en fait. On a envie d'investir un champ, mais pourquoi pas? Je reviens d'un séjour de surf. Là. Depuis un an, je fais des séjours à la mer pour aller surfer. Et là, je me décris comme surfeuse. Et je trouve ça très rigolo à 48 ans, d'être une surfeuse. Ben, mais oui, c'est ça. Je te dis pas que je suis la meilleure, mais je surfe. Et cette semaine, ben, mon coach me disait, Caroline, tu peux surfer maintenant partout dans le monde parce que j'ai ma technique de base et tout ça. Alors, c'est de foncer le plus possible, mais d'oser sortir de sa zone de confort et de s'amuser dans tout ça. Qui aurait cru que en rédigeant un blog, on allait finalement m'offrir d'écrire des livres dans une prestigieuse maison d'édition et ma passion finalement pour les voyages m'amène à être globe-trotteuse, même d'avoir tourné une série télé au Costa Rica. Vous voyez, ça fait comme boule de neige. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ce qu'on devrait faire dans la vie, c'est de foncer. T'sais, même si on n'est pas les meilleurs et les tops ou je ne sais quoi, de ne pas s'arrêter, de ne pas se limiter, en fait. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui, chez toi, a grandi, au sens où, tu sais, comme tu dis, ça fait boule de neige, mais en même temps, j'ai l'impression que, tu sais, parmi tes premières armes, ça a été quand même pas des petits voyages, là, aller travailler à Bamako Mm. pendant une assez longue période. C'était pas
un début modeste, si je peux dire, tu sais. Ouais. Et donc, est-ce que le courage de faire des plus grands choix vient plus tard, avec l'expérience? Est-ce que les premières fois, c'était de l'insouciance? Puis éventuellement, ça devient Ouais. des choix plus réfléchis, si on peut dire. Oui et non, c'est-à-dire que, en fait, faut que j'avoue que ce qui sort de la boîte me plaît, m'attire. Donc, tu sais, si on prend cette envie-là, par exemple, d'aller travailler dans le Grand Nord, tu sais, j'ai des collègues de mon ancien travail qui me demandent, mais pourquoi? Tu sais, dans le fond, la question, c'est pourquoi tu te compliques la vie de même? Tu sais? Mais pour moi, c'est justement tout ce qui sort de la boîte, comme je donnais tantôt l'exemple du surf, c'est difficile de faire du surf, là, c'est hyper exigeant physiquement. Euh, mais ça m'attire, je sais pas, j'ai comme envie d'investir des sphères qui vont m'amener, dans le fond, ce sentiment-là de vivre à fond et de dépassement. Donc, c'est un peu ça aussi, même Bamako, de dire, j'avais pris cette décision-là, j'avais tellement investi, tu sais, au point d'apprendre le dialecte, le Bambara, euh, d'investir ce nouveau champ là, qui m'attire. Donc, probablement que pour moi, euh, par exemple, les voyages, ça représente ça. Quand on change de destination, on découvre, on fait toujours ces découvertes-là, puis c'est absolument excitant. Fait que je m'imagine pas ma vie sans avoir toujours du nouveau comme ça à découvrir, en fait. Euh, Tu te décris ton titre de blogueuse comme maman globetrotteuse. Il y a l'aspect globetrotter et il y a l'aspect maman aussi. Euh, j'ai deux questions par rapport à ça. L'une est, est-ce que ça allait de soi pour toi d'avoir des enfants, premièrement? Et deuxièmement, il y a beaucoup de gens et ces deux questions-là sont reliées, qui aiment beaucoup voyager et qui se disent je tiens pas en place, c'est mieux de pas avoir d'enfants, par exemple, ou j'ai beaucoup voyagé, mais maintenant j'ai des enfants et je vais me stationner euh, dans une vie où on voyage moins, par exemple. Je suis sûre que c'est pas la première fois qu'on te pose la question, mais comment ces deux dimensions-là sont reliées pour toi dans ta vie? Moi, j'ai toujours voulu des enfants et ça m'a tellement étonnée lorsque mes amis me disaient, euh, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, qu'elles s'imaginaient tout le monde, sauf moi finalement, qui voulait une famille parce que, justement, étant donné que je bougeais déjà beaucoup, je pense qu'on n'associe pas les deux ensemble, ce qui est quand même étonnant. Mais je comprends. Lorsque j'étais enceinte, j'ai fait comme tout le monde. J'étais assez persuadée que j'allais devoir quitter ce mode de vie-là, là, d'aller-retour un peu partout dans le monde, de ne plus trop voyager parce que, bon, il faut que j'offre à ma fille une certaine stabilité, puis un bébé, ben, ça voyage pas. Euh, je pense que j'ai cru au moins un gros 3 mois à ça. Mais au bout de 3 mois, j'ai assez le naturel et revient au galop. Alors, moi, j'avais eu une très belle grossesse, j'ai eu un très bel accouchement, j'avais un bébé en pleine santé et j'avais une amie qui vivait au Japon. Alors, j'avais 1 an devant moi avec le congé de maternité. Là, je comprenais pas pourquoi j'allais devoir rester chez moi. Euh, j'ai annoncé à mon conjoint que je partais au Japon avec notre fille et il m'a dit, ben, bonne idée, je vais y aller avec toi, on va partir voyager ensemble. Et je me suis dit, je vais aller tellement loin pour que plus personne me dise que je peux pas aller loin avec un bébé. Tu sais, le Japon, c'est quand même quelque chose. Et ça fut une révélation. J'ai tellement aimé ce voyage. On a tellement été bien accueillis à titre de parents. Et le bébé
également, il faut dire que la société japonaise est tellement exceptionnelle. Si tu as un bébé, mon Dieu, ils sont prêts à tout pour t'offrir confort et quiétude. Là, Tout à et fait. Le Japon étant certainement un des pays les plus sécuritaires au monde. Alors, ça fait extraordinaire. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi j'avais ces limites-là dans ma tête? Et quand on y pense, ben c'est toutes ces limites-là qu'on impose, que la société aux femmes notamment, euh, de ce rôle-là de mère, qu'est-ce qu'il devrait être et comment on devrait élever nos familles et tout ça. J'ai même des gens qui m'ont dit, mais t'es pas inquiète si ton enfant tombe malade. Si mon enfant tombe malade dans une des sociétés les plus riches au monde et les plus développées, là, je suis pas vraiment inquiète. Je veux dire, je vais aller voir le médecin. Particulièrement pas au Japon, en tout cas, tu sais. Pas au Japon, tu sais, c'est vraiment... mais je comprends les gens parce que de un, on confond les pays asiatiques, on confond... puis là, on se dit, mais tu vas être loin, tout ça. Alors, dans le fond, là, si on retient quelque chose, c'est que j'ai appris aussi à me faire confiance comme maman. Moi, je la sentais bien, ma fille. J'étais bien avec elle. Et en plus, tu savais quoi? Étant donné qu'on est en voyage, je l'ai tout le temps sur moi. Et toujours dans son petit porte-bébé, était avec moi tout le temps. J'étais dédiée à elle. Donc, c'était le bonheur total pour un petit nourrisson parce que ses deux parents étaient avec elle tout le temps. Donc, j'ai refait le coup aux deux autres. À 3 mois, les filles sont toutes parties à l'international. Souvent, avec 2 enfants, bon, la dynamique, c'est plus que le double, mais la dynamique peut rester similaire. À 3, d'habitude, c'est là où plusieurs personnes font l'achat d'une mini fourgonnette. Euh, et je sais que voyager avec 3 enfants, ça devient aussi plus complexe. En tout cas, moi, je trouve que il y a plus de choses. J'en ai juste 2, mais clairement, il y a plus d'éléments sur lesquels il faut garder l'œil, disons. Est-ce que avoir 2, 3 enfants, ça a changé la donne un peu? Juste un peu? Non, je dirais même que c'est la troisième qui a motivé encore plus de longs voyages. Pour moi, c'est devenu tellement, je dirais, notre mode de vie. Non, au contraire, ça nous ouvrait à plein d'autres choses. La petite, même à 11 mois, on a fait un voyage très osé pour elle. On est allé, par exemple, au Sénégal, rejoindre des amis qui vivaient là, sur une petite île dans Siné Saloum, où tu sais, genre d'île que faut que tu prennes une pirogue, puis après ça, tu accèdes, tu vas sur l'île où il n'y a que des charrettes avec des ânes, là, tu sais. Fait que à 11 mois, elle vivait déjà ce genre de séjour-là, où là-bas, je me souviens très bien, on avait une nounou, il y avait une dame du village qui avait envie de vivre l'expérience, de voyager un peu avec nous, et elle nous aidait en fait, puis elle portait Laetitia, la petite, au dos pendant Ah, des semaines et des semaines. Et là, c'est moi après, lorsqu'on est retourné, je me souviens très bien dans l'avion où elle pleurait pour être au dos. oh Puis non! là, puis là, ouais, moi, j'étais vraiment moins habile que la dame. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vécu des beaux moments là-bas. Les filles se sont souvenues, pas la plus petite, mais les deux autres, longtemps de cette dame. Euh, et c'était vraiment très intéressant de voir encore une fois la dynamique et de voir. Aujourd'hui, je me dis, après 15 ans, je suis capable de faire le constat que justement les filles peuvent manger n'importe quoi, aller dans n'importe quel pays, elles sont à l'aise, ça continue de se développer en ce sens-là et je suis très contente de constater ça. Là. Tu as mentionné plus tôt que le voyage et les vacances, on les confond souvent, mais c'est pas la même chose. Et tu as mentionné aussi des situations inconfortables. Ça titille ma curiosité. Parle-moi un peu de ce que ça peut représenter. Tu as peut-être des bonnes histoires de s'exposer à des situations inconfortables en famille, en voyage, à l'extérieur de chez soi.
Oui, ben pour moi, c'est différent, puis c'est pas une question de, comment dire? C'est pas snob, là, cette histoire-là. Je pense que c'est toujours un peu délicat. Moi, il y a des moments où je veux vraiment être en vacances, puis tu sais, être dans mettons, ma bulle, puis pas tenter de découvrir quoi que ce soit. J'ai comme juste besoin de me centrer. C'est dans ce sens-là. Et il y a d'autres moments où j'ai le goût d'être en voyage, où je veux découvrir la culture, je veux rencontrer les locaux, je veux voir des beaux paysages. Donc, je dis tout le temps aux gens de se centrer sur son besoin. Dans le fond, quand on prévoit aller à un endroit, il faut surtout regarder est-ce qu'on est dans l'état qu'on souhaite pour aller dans cet endroit-là. Je vous donne un exemple. Je me souviens très bien à la naissance de ma deuxième fille, j'avais le goût de partir, mais que ça soit vraiment très facile, une destination déjà connue, aller prendre du soleil, s'amuser dans l'eau, etc., tout ça. Donc, j'ai répondu à mon besoin, dans le fond, un peu d'avoir du repos, mais d'être quand même ailleurs, sans nécessairement être trop, tu sais, brassé dans mes valeurs ou physiquement ou de vivre des éléments trop intenses. Fait que c'est là où, pour moi, j'invite les gens à faire vraiment comme la différence pour répondre à leurs besoins dans un premier temps. Et quand la réponse est, ben, j'ai le goût là, d'être shaké un peu, puis de vivre quelque chose de différent, là, on peut mettre au programme euh, des, des, par exemple, des safaris en Afrique. Là. Je reviens d'un safari il y a quelques mois avec ma fille de 9 ans pour parler d'inconfort. Et bien que je guide des safaris depuis 6-7 ans, ben, c'est pas toujours évident, là. Je veux dire, ma fille, je me souviens très bien, un soir, la chef de camp, on est dans le Serengeti, qui est une région euh, où les gens peuvent pas habiter. On peut aller dormir là dans des tentes, mais on peut pas vivre dans le Serengeti. Ce sont comme des parcs nationaux protégés pour la biodiversité, les animaux. Et un soir, on vient de me dire que à côté de ma tante, dans l'arbre, mais il y a un méga python qui a élu Oups. domicile. Ouais. Alors, là, tu sais, mon réflexe, là, je pars à rire, tu sais, j'ai comme pas trop quoi faire avec ça. Et surtout, j'ai ma fille de 9 ans avec moi, donc comment je vais lui dire ça? Comment je peux dire ça aux autres voyageurs qui ont aussi des enfants? Et c'est quand même le plus gros serpent d'Afrique. Donc, j'ai dû composer ça avec ma fille. On a fait le tour de la tente ensemble pour être certaine qu'il n'y avait pas de trou pour que dans la nuit, le python vienne pas. On a dormi ensemble dans le même lit. Puis là, je lui ai dit, bon, ben là, regarde, voilà, là, un python, ce que ça fait, puis ce que ça fait pas, puis ce que ça mange. Puis, donc, c'est quand même il a fallu que moi, je garde mon sang-froid pour parler de cette situation-là. Et même si je suis guide de safari, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça, là. Même pas, ça fait 30 ans que je voyage en Afrique, j'ai jamais vécu ça. Donc, c'est quand même assez inconfortable, mais bon, on a passé à travers, puis on a géré ça. Puis c'est un peu la même chose quand les enfants parfois peuvent tomber malades dans certains pays ou aiment pas la nourriture. Je me souviens par exemple quand on était en Indonésie, on avait la chance d'avoir une dame qui nous cuisinait des trucs, mais l'Indonésie, c'est vraiment très, très épicé. Puis même si j'avais beau lui dire, je pense que le moins épicé qu'elle pouvait faire était déjà notre plus épicé à nous qu'on n'avait jamais mangé dans notre vie, genre. Avec les filles, tu sais, c'était comme pas facile pour elles. Fait qu'à un moment donné, il a fallu comme réajuster les repas, de dire, bon, ben, clairement, ces enfants-là ont besoin de manger un peu Quelque de chose. crêpes, Ouais. ben des crêpes puis du gruyot puis de, tu sais, un peu des pâtes puis de la sauce à spaghetti pour pouvoir un peu leur redonner, tu sais, un espèce de pause alimentaire, je veux dire, qui faisait en sorte que c'est venu automatiquement les apaiser. Donc, c'est toujours d'être comme entre deux, en fait, de dire c'est quoi notre limite, qu'est-ce qu'on fait pour être quand même bien, mais en étant toujours dans un état finalement d'ouverture à la découverte, là.
comment vous vous organisez? Tu dis, tu étais avec ta fille seulement, donc ta plus jeune, tes deux plus grandes étaient au Québec avec ton conjoint, je présume. Ouais. Comment vous gérez tout ça entre vous, dans votre relation, dans la relation avec les enfants aussi? Puis est-ce que l'avancement dans les années scolaires aussi a eu un impact sur tout ça? Oui, bon, parce que je dis souvent, on voyage beaucoup, mais elles n'ont pas manqué beaucoup justement, de cursus scolaire. Et on essaie d'organiser avec les périodes, par exemple, pour que ça aurait un moins grand impact. Ça, c'est quand même très important. Et je parle beaucoup de voyages, tout ça, mais je raconte ça, mais c'est dans le fond un condensé, tu sais, des 15 dernières années, là. Donc, on part pas sur de très longues périodes, sauf à des moments très précis où on est allé vivre un peu plus ailleurs, mais habituellement, on arrive à pas trop toucher à l'école. Ensuite, pour mon conjoint, mais c'est sûr que pour moi, ça fait tellement partie de moi de voyager, d'avoir envie de découvrir comme ça, que évidemment, mon mari me connaît, me reconnaît, je dirais. Et pour moi, c'est quelque chose qui était à la base pas, pas négociable. Hein. Je dis souvent, les gens me disent, ah, c'est le fun, t'es chanceuse, ton mari accepte tout ça. Oui, mais je réponds, oui, mais je l'ai choisi, là. J'ai choisi mon mari aussi. Il Pour savait qu'il dans quoi il accepte ça. s'embarquait. Il savait dans quoi il s'embarquait, là, tu sais, donc il est conscient de ça. Et surtout, pour moi, depuis le début, notre parentalité, c'est une parentalité partagée. Donc, les rôles, ils sont vraiment très partagés entre nous deux. Donc, si moi, la maman, je quitte plusieurs semaines, déjà, je le fais là, dans les dernières années pour mon travail, bien, évidemment que le papa s'occupe des filles. Et pour moi, ce n'est pas plus à la maman à s'occuper des enfants qu'au papa. C'est vraiment une parentalité partagée. Et ça, j'ai senti que ça pouvait créer la surprise. Les gens étaient comme impressionnés un peu de ça. Je me souviens d'avoir déjà discuté avec des papas qui travaillent dans le Grand Nord, puis je leur disais, ben c'est comme vous aussi, vous avez des enfants, puis ils m'ont répondu, mais toi, tu es la maman. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de dire, ah, OK, oui, c'est vrai que faut reconnaître que la maman, on y en met beaucoup sur les épaules. Et moi, je revendique ce droit-là comme femme, en fait, de pouvoir continuer ma carrière quand même et continuer d'investir mes autres projets que, que de seulement me consacrer, par exemple, à ma maternité ou de faire des sacrifices pour ma maternité. J'ai pas eu envie d'aller là. Et ben, mon conjoint de vie voit les choses de la même manière que moi. Donc, à deux, on partage cette parentalité. Vous avez, si j'ai bien compris, passé ensemble, toute la famille, une année ou deux à l'étranger? Oui, souvent, c'est pas continu, par exemple. Tu sais, par exemple, on est allé vivre un bout à Bali, on a vécu un bout en Australie, on a vécu d'autres séjours prolongés là, dans le sud de la France, en Espagne aussi. On fait souvent des longs séjours, mais sans vraiment déménager là-bas, là. OK. Je pensais que vous aviez passé une année, genre en continu. En Indonésie, c'est l'endroit où on était le plus longtemps en continu. Et là, les filles avaient commencé l'école là-bas, mais puisqu'elles étaient petites, c'était en fait la maternelle. Ah oui, OK. Ça devait être vraiment le fun, par exemple. Oui, c'était le fun. Elles ont appris le bahasa indonésien. Écoute, en 30 jours, elles le parlaient. C'est une langue qui ressemble pas à grand-chose, mais qui s'apprend rapidement. Les séquences de phrases sont les mêmes et on l'apprend au son, ça s'apprend très bien. Et les filles, elles allaient à l'école là-bas et rapidement, elles parlaient le bassin indonésien. Et nous, on s'était promis de l'apprendre, mais on l'a vraiment pas appris. Oups! Ouais, c'est ça. Puis des fois, je me souviendrai toujours de ma voisine qui m'expliquait que mes filles se chicanaient
en bassin indonésien. Puis là, elle traduisait, puis elle était là, ouf, c'est pas beau ce qu'ils se disent, Caroline. Là. Des mauvais mots? Oui, ils se disaient des mauvais mots. Et là, elle intervenait, tu sais, puis elle m'expliquait les affaires. Puis, c'est ça, on comprenait pas tout ce qu'elle disait, mais les enfants, c'est tellement des éponges qu'elles sont rapidement appris la langue. Apprendre à sacrer dans plusieurs langues, c'est un grand trait d'évolution culturelle, n'est-ce pas? Alors, elles ont... C'est ça. C'est des choses qui se créaient des mots d'animaux, en fait, là, mais pas gentils, là. Oh! Quelle est l'aventure que tu as vécue jusqu'à présent, que ce soit à l'étranger ou à la maison, mais qui t'a le plus marqué? S'il fallait que tu en choisisses là, juste une. Mais je crois que pour moi, c'est bien sûr tout ce qui est relatif à l'Afrique. J'ai eu l'occasion de visiter 16 pays d'Afrique et il y en a 54. Euh, c'est sûr que donc, cette première expérience-là au Mali, alors que j'avais 18 ans, certainement ouvert la porte à quelque chose qui maintenant est indissociable de moi. Je veux dire, toutes mes amies sont au courant à quel point j'aime l'Afrique. J'ai des amis africains qui me disent même à quel point ils me trouvent africaine un peu, d'un, parce que j'aime tellement ce continent, ces pays, ces cultures. Euh, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est assez majeur dans ma vie, d'avoir travaillé là-bas aussi, euh, d'y être très, très attachée. Je pourrais facilement déménager là-bas encore aujourd'hui, puis je serais très heureuse. J'arrive pas à couper, je dirais, ce cordon-là avec l'Afrique. J'aime souvent dire que je suis née là-bas. Euh, C'est-à-dire que c'est ce continent et ces expériences africaines qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en fait. Là. Qu'est-ce que c'est beau? J'aime ça. Euh, c'est... Est-ce que ça a changé? Est-ce que ces voyages-là, ça a changé ta relation avec, par exemple, ta famille ici, pas ta famille, pas tes enfants, mais ta famille, ton environnement avec lequel tu as grandi? Bien, très tôt, ils m'ont vu partir, hein, comme je disais, là, déjà à 18 ans, et tout s'est enchaîné par la suite. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été là. Euh, j'ai toujours été très contente de pouvoir raconter mes aventures. Je me souviens de mes grands-parents qui sont décédés aujourd'hui, mais à qui je me faisais un devoir d'envoyer toujours des cartes postales. Et je revois très bien mon grand-père qui me montre la pile là, dans la dernière année de sa vie où il me dit, je les ai toutes gardées. C'est bien, puis il me disait souvent, si j'étais aussi jeune que toi, je ferais la même chose, je m'en irais. Et non, je pense que ça c'est tellement entré rapidement dans ma vie de jeune adulte, en fait, que maintenant, c'est comme rendu indissociable de moi, là. As-tu des regrets des fois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, j'aurais dû faire ceci, j'ai pas fait cela, lié au voyage ou non? Est-ce qu'il y a des regrets dans ta vie? Euh, j'ai tellement essayé d'apprendre d'autres langues, j'en ai appris. J'aurais souhaité être meilleure en anglais, notamment. Je parle anglais, je suis fluide, je travaille même en anglais, mais acquérir un niveau de bilinguisme aurait certainement facilité bien des choses. Euh, je me revois justement dans une mission au Nigeria avec les Nations Unies où, tu sais, par exemple, tu travailles en anglais, il y a un degré de bilinguisme là, tu sais, qui est comme un petit peu plus poussé que celui de tous les jours. Euh, et
Et la même chose pour l'espagnol, que depuis 14 ans que j'ai des cours d'espagnol, j'ai tellement appris l'espagnol dans ma vie. Je reviens il y a quelques jours, j'étais dans un pays où on parle espagnol et je me dis, Caroline, j'aurais dû investir encore plus de temps pour pouvoir être plus fluide dans ces langues-là. Fait que c'est vraiment... c'est quelque chose qui, je trouve, qui ne se rattrape pas aujourd'hui. Je n'arrive pas à relever le niveau comme je le souhaiterais. Et je suis contente de voir que mes enfants investissent beaucoup les langues et que de leur côté, ça semble beaucoup plus facile qu'ils n'auront peut-être pas ce regret-là de ne pas avoir investi d'autres langues aussi. Mais en même temps, je précise que j'adore ma langue, ça n'empêche pas que j'aurais souhaité parler plus de langues de façon très fluide. Et tes plus grandes fiertés ou ta plus grande fierté? Bien, ma plus grande fierté, c'est certainement de décider d'avoir les guides de ma vie et de ne pas me limiter. Donc, je sais que quand j'ai envie de quelque chose, je peux arriver à vivre ça, vivre, que ce soit une aventure, que ce soit au niveau d'un travail ou d'une nouvelle activité ou quelque chose de fou. Pour moi, là, ça fait sens. Ça me donne très envie de le faire quand ça semble un peu de la folie ou que ça sort de la boîte, comme je disais. Pour moi, là, c'est vraiment excitant tout ça. J'ai deux questions qui, avant qu'on se tourne vers l'avenir, j'ai deux questions qui sont un peu les deux faces d'une même pièce. Je me demande d'une part, qu'est-ce qui rend tout ça possible? Parce que il y en a plein des gens qui rêvent de voyager et qui n'y arrivent pas forcément. Et de l'autre côté de la pièce, qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait mettre un frein à cette capacité-là de dépasser tes limites? En fait, ce qui peut mettre un frein, bien sûr, ce serait, par exemple, physiquement, si j'avais des limitations ou quelque chose comme ça. Puis c'est quelque chose qui m'obsède. Je me dis tout le temps, oh mon Dieu, j'en profite. On est en santé. Je dis souvent ça à mon mari. Allez, c'est pas grave, on est en santé, on le fait maintenant. Moi, j'ai un très bon ami de 40 ans qui est décédé il y a quelques semaines, qu'on a accompagné jusqu'au bout. Oh, je suis désolée. Qui était papa de 2 enfants en bas âge, en bas de 4 ans, et beau papa de 3 belles filles, donc 5 enfants. Sa conjointe est une de mes meilleures amies. Et sur son lit de mort, à côté de lui, il avait une photo que j'avais prise. D'ailleurs, il m'a remémoré ça, ce beau moment-là où sa famille et ma famille ont voyagé ensemble à Hawaï. Et c'était la photo sur son lit de mort qu'il avait, c'était celle-ci. Là. C'était lui, sa famille en voyage. Pour moi, là, c'est tellement venu renforcer quelque chose. Je me disais, oh my God, OK, c'est correct. Continue, Caroline, comme t'es. Puis ça nous a même forcé, mon mari et moi, à une espèce de réflexion en disant, on va encore plus donner de temps à tout ça. Des moments significatifs dans notre famille, avec nos enfants. Il faut que ce soit ça, la vie. Donc, comment on fait en sorte de continuer de voyager? La question qu'on me pose souvent, c'est la question financière. Hein? Est-ce que je suis riche? Est-ce que mon mari est riche ou quoi que ce soit? Nous, on répond, on est 2 professionnels. Bien sûr, là, je vous parle... maintenant, j'ai une carrière depuis 20 ans. Évidemment, j'avais pas les mêmes moyens qu'il y a 20 ans. J'ai pas les mêmes moyens maintenant. Donc, tout ça a évolué dans le temps, puis c'est correct. Donc, quand je suis partie à Bamako, j'étais vraiment étudiante. Je suis partie au Niger, j'étais coopérante internationale. Je me suis toujours organisée pour avoir des opportunités. Donc, je dis aux gens, il y en a des opportunités
il faut juste les saisir. La première, ce sont vos proches, vos amis qui vivent ailleurs, qui vous invitent à aller les voir. Pourquoi vous y allez pas? Déjà, Allez-y, Boswell. allez-y, c'est ça, je veux dire, tu sais, vous dites, oh mon Dieu, le voyage va pas vous tomber dessus, il faut que vous l'organisiez, mais arrêtez de rêver juste aux îles Fidji, allez voir votre cousine qui vous attend en Suisse puis qui va être ravie de vous recevoir, osez un peu entreprendre ce type de démarche-là, puis, tu sais, je suis très ouverte à tous les voyages, donc je me dis pas je vais aller spécifiquement là ou là. Je suis vraiment, j'accueille les opportunités en fait. Donc, je vous disais tout à l'heure, je fais de l'échange de maison, donc c'est vraiment un moyen exceptionnel. On échange notre maison avec une autre maison pour pas d'argent. Mais là, expliquez-moi pourquoi tout le monde ne fait pas ça. Je comprends pas. Tu sais, les gens me disent, ah, t'es chanceuse. Je suis pas chanceuse. C'est vraiment hyper facile. C'est un site Internet avec un membership abordable et puis vous avez accès à plein de trucs. Nous, on est allé à New York, on est allé aux Bahamas de ces façons-là. On est allé dans des villas en Espagne, en France. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est de continuer finalement de mettre cette douce folie-là dans nos vies, quelle que soit. Hein, je dis aux gens, c'est pas obligé d'être votre folie, c'est pas obligé d'être les voyages, mais il faut que la vie goûte bon. Ouais. J'aime tellement ça, je pense que il faut que la vie goûte bon. Voilà, c'est une bonne façon de le résumer. Tournons-nous vers l'avenir. Allons sur la base statistique avec l'idée que tu es à peu près à mi-chemin. Là, il t'en reste presque autant, statistiquement parlant, devant qu'il y en a derrière, certainement en année de vie consciente. Hein, parce que on n'y pense pas forcément. Comment envisages-tu l'avenir qui se présente à toi? Je dirais de la même façon. On se dit tout le temps, on a hâte de voir où est-ce que nos filles vont certainement partir étudier et travailler. Et ça va beaucoup nous guider, hein, parce qu'on se dit, on pense qu'elles vont avoir cette envie-là aussi. Donc, nécessairement, ça va devenir notre réalité assez rapidement. De continuer vraiment ce mode de vie-là encore, surtout qu'aujourd'hui, on a des carrières quand même stables, mais on a accès quand même à des moments des vacances, des congés, pour pouvoir se déplacer comme ça, puis continuer, sans négliger finalement aussi l'investissement je dirais, ici au pays, comme je vous disais, on est tellement bien dans notre communauté, on a aussi envie de profiter de ça, on passe nos étés sur le lac et c'est vraiment des moments aussi exceptionnels. Donc, pour moi, tout ça me convient, que ça continue le plus longtemps possible. Je me vois écrire encore des livres. Et puis, on fait souvent la blague que je deviendrai certainement grand-maman globe-trotteuse. Puis là, je leur dis, je vais vous organiser des voyages organisés pour les personnes âgées, adaptés à notre condition. J'aime ça. Ça me fait beaucoup rire, hein? Mais en vrai, ce sont des années exceptionnelles parce on est en forme, on peut prendre ces initiatives-là et je pense que il faut saisir tous ces moments-là, comme je vous disais avec le décès de mon précieux ami. Je vois très bien à quel point il faut saisir. Tu sais, c'est un des éléments que je discutais avec lui. Il était content d'avoir vécu plein de trucs comme ça. On a partagé des moments avec lui, des voyages, comme je le nommais. Ça donne de l'intensité dans une vie. Et au final, c'est de ça qu'on se souvient. On sait très bien. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent par rapport à l'avenir? Des soucis? Non, je suis tellement pas une personne anxieuse. C'est vrai. Je suis pas du tout inquiète. Je pense que
j'essaie, dans le fond, d'investir le plus possible dans ce que moi j'ai du pouvoir. Ce qui pourrait m'inquiéter, évidemment, ce sont les choses que je n'ai pas de pouvoir. Alors, pour le moment, je choisis de pas m'inquiéter pour ça, mais de plutôt mettre vraiment mon énergie là où moi je peux changer les choses puis améliorer mon quotidien, en fait, là. Ben justement, parlant de changer les choses, un grand avantage de participer à la série Balado La Quarantaine, c'est que je te donne une baguette magique. Ah! Et tu peux t'en servir, là. Il y a des gens qui ont demandé 3 vœux, c'est correct, mais tu peux en prendre juste un aussi. Et si tu voulais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer, numéro 1 dans ton monde et numéro 2 dans le monde? Euh, Dans mon monde, ben, en fait, changer, je voudrais un vœu que la santé demeure. Je le vois à quel point c'est fragile et à quel point ça peut être catastrophique en quelques mois même. Donc pour moi, je voudrais que ça demeure vraiment, que je demeure dans des conditions physiques aussi incroyables et avec autant d'énergie, puis que mes proches demeurent comme ça. Ça, c'est certain. Et ce que je changerais plus dans le monde, euh, ben en fait, c'est plus un souhait de se dire comment on va davantage prendre soin, dans le fond, de nos peuples autochtones. Je regarde ma société québécoise. Je pense qu'il y a une belle entrée en matière, là, particulièrement là, cette année, dans les 2 dernières années, je dirais, là, je sens un vent de changement. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, je suis arrivée à l'aéroport il y a 2, 3 jours et j'ai vu, c'était l'aéroport de Québec, et il y avait une belle fresque qui disait ben voici, vous êtes en territoire autochtone, puis il nommait vraiment un peu tout l'historique, puis les nations, puis un peu le développement de tout ça. Puis je me suis dit, ah, wow! OK, on est rendu là. Les gens qui arrivent à Québec, ils arrivent à Québec, mais on veut juste vous dire que avant que Québec s'appelle Québec, il y avait aussi un historique et bien voilà, ils décrivent sur la fresque. Fait que je me disais, ah, c'est beau, c'est le fun, je suis contente, je souhaite qu'on continue dans cette voie-là et qu'on soit plus doux finalement avec les populations autochtones et qu'on soit plus, dans le fond, tout le monde un peu main dans la main, là, tu sais, et j'y crois beaucoup. Je travaille dans le domaine, mais j'y crois vraiment beaucoup. J'ai remarqué, l'été dernier quand je suis allée à Montréal que j'étais avec Air Canada, dans l'avion, il y avait une reconnaissance du territoire maintenant. Et je D'accord. je serais tombée en bas de ma chaise si j'avais pas Ouais. été en classe économique, mais il y avait pas de place pour tomber. Mais j'étais très impressionnée parce que je me souviens, moi, je suis déménagée à Vancouver en 2005, j'étais venue en 2004. La reconnaissance du territoire, là, au début des réunions et tout ça, ça commençait, mais je trouvais ça weird. Venant de Montréal, là, c'était vraiment une nouveauté pour moi. C'était intéressant, c'était de toute évidence Ouais. pertinent, mais c'était vraiment nouveau. Et donc, j'ai pas pris beaucoup l'avion là, en 2021. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment ça m'a impressionné. Je me suis dit, ben, ça fait son petit bonhomme de chemin. La Ouais. prochaine génération aura une base certainement très différente de celle que moi j'ai eue dans mon éducation. Alors, je suis avec toi, Oui, j'ai espoir. oui, oui, oui. Puis justement, l'aéroport de Vancouver est Ben oui. vraiment un beau modèle à suivre. Quand on arrive, c'est tellement magnifique, tout l'art autochtone dont on peut bénéficier juste en regardant tout autour. On le voit, on le sent, on se dit, OK, ils ont vraiment porté un soin particulier pour qu'on sente, dans le fond, la culture autochtone en arrivant. Dernière question pour toi. Quel héritage souhaiterais-tu laisser? En fait, je suis contente parce que j'en ai des brides un peu. Bien sûr, au niveau de mes enfants, je me dis tout le temps, j'espère qu'un jour, elles vont réaliser tout ce que j'ai
tenté, tout ce qu'ont avec leur papa, tout ce qu'on a tenté de leur léguer en faisant en sorte que leur quotidien est ponctué de voyages, de découvertes, d'amitié interculturelle. Mais aussi, il y a un truc que j'avais pas vu venir, qui me fait vraiment plaisir, c'est maintenant, après 10 ans de maman globe-trotteuse, sur tous les fronts, les médias, les livres, la télé, quand on m'aborde pour me dire, tu sais, je suis allée à tel endroit parce que j'ai réussi à convaincre mon conjoint avec des arguments que tu nous donnais ou avec les plans que tu avais faits ou parce que tu as partagé telle expérience. Là, je suis un peu comme dépassée de constater finalement qu'il y a pu avoir des personnes qui ont pris un petit bout de cette expérience-là, puis qui s'en sont inspirées pour créer elles-mêmes leur chemin. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir inspirer un petit peu comme ça à ma façon. Et parce que pour moi, c'est aussi de donner de la confiance en soi, une espèce d'autonomie, puis une espèce de guts de let's go, vous êtes capable, certainement, là, même avec des enfants. La vie s'arrête pas là, c'est souvent ça que j'ai le goût de dire, et je sais que ça fonctionne parce qu'on me le partage, fait que c'est vraiment gratifiant. Merci Caroline Jacques pour cette conversation énergisante et inspirante. Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 23e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.